Merci à tous d'être si nombreux à nous suivre pour les journées Pandemia, la grande conférence digitale dédiée à la pandémie et aux solutions qu'on peut y apporter. Bienvenue donc dans cette session dédiée au point de vue des entreprises sur la pandémie. Et pour en parler, on accueille David Layani. Merci David. Merci à vous Damien. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette grande conférence Pandemia. David Layani, donc vous êtes président fondateur du groupe OnePoint, groupe spécialisé et leader dans la transformation digitale et numérique des entreprises et des organisations. Vous êtes présent dans près de 8 pays et avec 2450 collaborateurs. Absolument. Alors, aujourd'hui, on va couvrir des sujets passionnants. On va parler de télétravail, on va parler de transformation digitale, de cybersécurité, d'employabilité des salariés et enfin de la reprise et de la relance qu'on attend tous. Alors, David, il y a maintenant un an, le 17 mars 2020, était annoncé le premier confinement. À cette occasion-là, on a près de 8 millions de salariés du secteur privé, près de 4 emplois sur 10, qui sont passés au télétravail du jour au lendemain. Comment ça s'est passé chez OnePoint et comment ça s'est passé chez vos clients? Vite et efficacement, parce que nous y étions préparés, parce que les technologies étaient matures, que ce soit les infrastructures dans le cloud ou les outils collaboratifs, et tout ça de manière sécurisée. Nous avions signé les premiers accords sur le télétravail il y a 10 ans, comme beaucoup d'entreprises. Mais il y a 10 ans, c'était des accords sur le télétravail pour 20% des salariés, 20% du temps. On a eu à basculer du jour au lendemain. Et c'est souvent une question d'état d'esprit, une question de process, une question d'organisation, une question d'hommes et de femmes, et bien sûr de technologie. On en a parlé. Comme beaucoup d'entreprises responsables, le sujet, c'était principalement de garantir la sécurité psychique des gens et de maintenir le lien dans l'entreprise, que du jour au lendemain, nous étions brutalement, complètement dans cette crise. Et il fallait bien sûr pouvoir continuer à travailler. Et grâce aux technologies et au digital, on a sauvé des dizaines, voire des centaines, selon les études, de milliards de PIB. Et on a sauvé notre économie, notre éducation, les liens familiaux préservés, etc. On en a déjà longuement parlé. Mais il fallait s'assurer que tout le monde puisse continuer à bosser et en même temps puisse être sécurisé. Et j'entends sécurisé physiquement et psychiquement. Et donc, il fallait mettre tout de suite un certain nombre d'actions et de mesures en place. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, on a mis en place des relais qu'on a appelés C19, qui prenaient contact très régulièrement avec l'ensemble des salariés, et pas seulement ceux qui s'exprimaient ou qui exprimaient un malaise, mais tous les autres, pour aller au contact et solliciter d'éventuelles difficultés que pouvaient rencontrer les uns et les autres. On a mis en place un certain nombre de lives, de directs, avec des prises de parole dans toutes les communautés, toutes les semaines, pour qu'il puisse y avoir du partage et qu'on continue, au-delà de la survie de l'entreprise, à la faire vivre. Et que chacun puisse être informé, puisse poser toutes ses questions en direct, communauté par communauté. Des prises de parole directes de ma part, en tant que chef d'entreprise, responsable, pour l'ensemble des salariés, pouvoir donner cette information et répondre à toutes les questions en direct. Et ça, toutes les 2 semaines. Et puis évidemment, la sécurisation des salaires, des emplois. Préserver toutes celles et tous ceux qui avaient signé un contrat de travail ou qui pouvaient être en période d'essai. Et puis là, pour tous, et je pense que c'était très important, beaucoup de formation. Parce qu'il fallait rendre ce temps utile et puis donner des perspectives à chaque salarié, parce que vous avez employé le mot reprise tout à l'heure et on l'appelle tous de nos voeux. Oui, mais la reprise, en dehors du fait qu'elle ne se décrète pas, elle se prépare. On y reviendra justement sur la préparation de la reprise un peu plus tard dans l'interview. Ce qu'on retiendra ici, c'est que donc un vrai partage de l'information, beaucoup d'échanges avec les salariés, les protéger. Le constat qu'on fait en fait finalement de la pandémie, c'est que ça a accéléré de manière formidable la transformation digitale des entreprises. Certains experts évoquent d'avoir atteint les objectifs de 2025 5 ans plus tôt. C'est quelque chose que vous constatez chez vos clients? Oui, c'est gigantesque. Il n'y a pas eu vraiment de rupture, mais il y a eu une immense accélération des tendances. Et tout ce qu'on voit depuis des années, c'est considérablement augmenté par la crise. C'est confirmé d'une certaine manière et a été complètement augmenté, et vous l'avez dit, avec une accélération du temps sans précédent.
Vous dites 5 ans, il y a certains domaines où on pourrait parler d'une décennie. On a parlé du télétravail tout à l'heure. On était très en retard si vous comparez la France et la Finlande, par exemple. Bien sûr. Mais en sortie de crise, ils n'ont plus d'avance. On les a rattrapés. Combien d'années on a gagné? Il a fallu 10 ans pour avoir des accords sur le télétravail dans les entreprises. Combien de temps aurait-il fallu pour que tout le monde puisse avoir la possibilité au moins de télétravailler dans son entreprise? Sans que ce soit une finalité, bien sûr, parce qu'après, il faudra trouver le bon équilibre. Mais si on parle des accélérations, seulement 30% des petites et des moyennes boîtes avaient un site Internet, étaient capables d'organiser la vente, la distribution, la collecte, et étaient organisés pour pouvoir travailler avec le digital. En sortie de crise, est-ce qu'on aura rattrapé les Allemands qui sont à 60%? J'ai pas de chiffres à ce jour, mais on peut l'imaginer. On a vu des tas de petits commerces s'organiser et surtout des tas d'entreprises tech jouer le jeu aussi, venir au soutien de toutes ces boîtes. Et donc, on a considérablement avancé. Si on parle de l'organisation des entreprises, bien sûr qu'elles travaillent grâce au télétravail, mais on a dû, avec des replis très conservateurs, parce que souvent, les organisations ont besoin de repères, et c'est un premier réflexe, mais on a pu, dans beaucoup d'entreprises, désiloter pour que les gens puissent travailler ensemble et puissent s'organiser. J'aime bien parler de certaines entreprises avec lesquelles on bosse et qu'on a pu aider pendant cette crise. Et j'aime rappeler cette entreprise qui est basée sur Rungis, qui ne travaillait que pour des hôtels 5 étoiles et des restaurateurs 3 étoiles avec les meilleurs produits pour servir les assiettes de leurs clients. Cette entreprise, du jour au lendemain, elle n'avait plus un seul client à livrer. Et son chef d'entreprise, avec un PGE d'1,5 million d'euros, sans dormir la nuit, était en train de se demander ce qu'il allait pouvoir devenir. Eh bien, il a réfléchi et il s'est dit maintenant, il va falloir que j'aille directement dans le frigo du consommateur en lui donnant du produit 5 étoiles avec des prix compétitifs par rapport à ce qu'il achète tous les jours. Mais vous voyez, une fois qu'il a cette idée, cette volonté, il faut mettre en place tout ça par l'organisation et par les outils qui vont avec. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui est en train de rattraper son chiffre d'affaires et qui est en train de créer un nouveau modèle d'affaires avec un nouveau business plan, avec une levée de fonds significative pour faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 3 ans. Ça, c'est des exemples magnifiques et ça rappelle que, bien sûr, on a accéléré, mais que dans ce moment difficile, il y a des voies pour faire mieux, pour faire meilleur, pour faire différent. Accélérer, donc se réinventer. Oui, beaucoup d'entreprises aussi, dans cette accélération, ont repensé leur raison d'être, leurs valeurs, leur mission, avec cette vision plus digitale pour pouvoir continuer à exister, mais en se posant finalement des vraies questions. Et certaines ont repensé leur marque, leur modèle économique, leur organisation, la manière d'utiliser les outils, et toujours avec cette idée bien en tête de faire mieux pour tous ceux qui nous entourent, parce que cette crise, elle a eu le mérite aussi de rappeler toutes les fragilités et toutes les vulnérabilités auxquelles on doit faire face, et que quand on est une entreprise, et on l'a bien vu avec le Covid, on ne peut pas dire que c'est pas son affaire. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de vulnérabilité, la crise du Covid en a révélé une majeure, c'est celle de la cybersécurité. On a vu des hôpitaux paralysés par des cyberattaques de ransomware. On a vu la cyberattaque géante de la société américaine SolarWinds, qui a impacté 18 000 entreprises dans le monde. Que peuvent faire les entreprises pour prendre conscience de cette vulnérabilité et qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de la stratégie nationale pour la cybersécurité annoncée par le président Macron en février dernier? Alors vous avez raison, quand on accélère ou quand on doit accélérer pour se transformer, on crée forcément des vulnérabilités. Et donc l'idée, c'est pas de mourir guéri. Absolument. Donc oui, les entreprises doivent se transformer, mais doivent intégrer les notions de sécurité dès le démarrage de leur transformation. Et il y a 1 an, puisque vous avez rappelé que triste anniversaire du 16 mars, qui était avant-hier, pardon. Cette triste réalité, elle a 1 an et on s'est exprimé, nous, chez OnePoint. Et on a rappelé que le prochain virus, il pourrait être informatique et qu'il pourrait faire beaucoup plus de morts. Et donc, on a appelé à ce que, pendant cette période, on puisse rendre le temps utile. Je vous parlais de formation tout à l'heure. Bien sûr, on l'a fait chez nous, on l'a mis en place chez nous. Mais on a proposé un plan national pour que 15 millions de personnes soient formées, et surtout, en priorité, les gens qui étaient empêchés de travailler. 1, pour continuer à leur donner du sens, et 2, pour faire évoluer notre pays en le protégeant, parce que, vous savez, la majeure partie des failles
en matière de cybersécurité, c'est lié à des comportements humains. Et en fait, comme en matière sanitaire, il faut apprendre les gestes barrières. Et donc, on peut former les gens. On a des outils, on a des jeux. Et il faut absolument que tout le monde prenne conscience et puisse rendre le temps où on est empêché le plus utile possible en formant un maximum de monde. On l'a fait à notre échelle pour l'ensemble de nos salariés. J'invite toutes les entreprises, on les sollicite tous les jours, on discute avec elles pour les faire évoluer en la matière, parce que vous l'avez rappelé, hein, si on demande aux pompiers du Calvados, et vous avez rappelé les centres hospitaliers à Roland-Sainte-Marie, puis même des boîtes dans la tech, je pense à nos amis et confrères de chez Sopra, qui ont été complètement paralysés avec de nouvelles affaires de rançon logicielle. Et donc il faut que vraiment on puisse prendre à bras-le-corps ce sujet et que ce soit un enjeu national. Le président de la République, dans une de ses allocutions, a rappelé que, en dehors de la santé, l'agriculture, le numérique était un de ces enjeux. Et évidemment, il faut prendre cette question de sécurité. Et d'ailleurs, je voudrais saluer le plan qui est connexe à la cybersécurité, mais qui touche au quantique et qui va avoir des effets et des impacts significatifs avec les 1,8 milliard, dont 800 millions pour l'ordinateur quantique. Et ça va nous permettre de travailler autour de solutions crypto-quantiques pour être capable de répondre à de nouvelles attaques qui se préparent demain, notamment grâce à la physique quantique, dont personne ne comprend rien, parce que d'ailleurs, celui qui dit qu'il a compris, c'est qu'il n'a rien compris. Mais c'est très important de pouvoir y mettre des moyens. Par ailleurs, il y a eu des augmentations d'effectifs dans nos services intérieurs et extérieurs, avec 1 millier de personnes sur les dernières années, parce qu'on a rappelé là des entreprises privées, des organisations qui avaient été attaquées, mais vous savez aussi que le Kremlin a été paralysé, qui crie aux représailles par rapport aux États-Unis, et Microsoft, cette grande entreprise qui met aussi des moyens considérables dans sa sécurité et qui a accusé il n'y a pas longtemps nos amis chinois. Donc on voit bien ce qui se passe entre les États-Unis, les Chinois, les Russes et les Européens qui doivent se préparer, dont on fait partie. Il y a un enjeu gigantesque et on doit s'y préparer, et je le rappelle, avec des formations, en préparant les personnes pour être le plus près possible, et des moyens considérables comme ce 1,8 milliard qui n'a pas à rougir. Pour une fois, c'est un plan vraiment ambitieux. On n'est pas en retard ou laissé pour compte par rapport aux autres. Ce qui est une très bonne nouvelle. Ouais. Je retiens ici le mot formation. Donc, la technologie, bien sûr, il faut investir dans la technologie, mais c'est avant tout une question de formation, donc d'humain. Pour rester sur ce sujet des formations, comment pouvons-nous mieux préparer demain ? Je m'explique. Est-ce qu'il faut investir dans la formation professionnelle, dans la montée en compétences des salariés pour leur garantir leur employabilité ? Garantir une employabilité, c'est deux mots qui ne fonctionnent pas vraiment ensemble. On peut améliorer l'employabilité, la préparer, mais il s'agit de faire les bons choix. Et donc, comme personne n'est devin, même pas vous, et je sais que vous avez beaucoup d'idées sur ce qui peut se passer, mais personne ne sait précisément ce qui va se passer. Et comme personne ne sait précisément ce qui va se passer, il faut se donner un maximum de compétences. Et enrichir nos salariés en les préparant pour demain, c'est préserver et sécuriser nos entreprises en leur donnant de l'avenir. Et donc, on voit bien qu'il n'y aura pas de demain sans l'alliance entre l'homme et la machine, sans intelligence artificielle qui a vocation à augmenter les capacités humaines. Mais nous, on doit investir autant sur l'humain que sur les capacités technologiques. On doit être complètement sur les deux jambes. Et donc, il faut prendre en compte ce qu'on a appelé, nous, les humanités, pour être capable de transmettre l'empathie, l'émotion, augmenter la créativité. Parce que c'est bien sur ces deux jambes qu'on pourra le mieux possible préparer demain. Et on a des modules de formation qui ont vocation à se démocratiser pour le plus grand nombre, qui proposent des premières interactions avec l'intelligence artificielle pour déconstruire les peurs et pouvoir en comprendre les possibilités. Donc ça, c'est important. On a parlé de cyberprotection, c'est extrêmement important parce que, au même titre que nous devons être le plus possible et le plus nombreux possible à comprendre l'intelligence artificielle, dans sa manière d'interagir avec elle, en ayant des humanités, des compétences relationnelles augmentées, se préserver de toutes les formes de vulnérabilité. Et puis il y a une quatrième compétence sur laquelle on investit et sur laquelle on mise, c'est le design. Parce que de plus en plus, le design, qui soit une forme d'expérience, qui propose un produit ou qui l'oriente une façon de faire à travers de la méthode, est dans nos quotidiens.
c'est ce fameux carrefour entre l'art, la technologie et les sciences sociales qui nous est cher et qu'on doit développer. Et donc, fort de toutes ces compétences, plus les spécialités de chaque personne individualisée dans sa fonction, dans son job, doit toujours être améliorée parce qu'il faut toujours développer l'expertise et continuer à être ce qu'on dit en anglais des doers, des makers pour continuer à faire. Et fort de ce socle de compétences qui doit en permanence être mis à jour, je pense que c'est le meilleur moyen de préparer l'avenir. Donc, pour toutes les entreprises, un pied très ancré dans la technologie, avec une responsabilité éthique, sociale, environnementale et technologique, donc très forte, et l'autre jambe à fond sur l'humain, en développant les humanités et en créant cette alliance qui, à mon sens, dans une reprise qui sera très forte pour ceux qui étaient déjà très solides, on a vu leurs chiffres exploser. On prend Amazon, meilleur chiffre troisième trimestre de leur histoire. Si on voit Deliveroo qui a rendez-vous avec la City, avec des chiffres qu'on ne connaît pas, mais qui, de l'intuition de tous, ont explosé pendant la période. Des nouvelles startups qui se sont créées, je pense à ZenChef, et qui connaissent des chiffres pareils, exponentiels, complètement accélérés par la crise. Donc, on voit bien que ces entreprises solides, elles ont déjà explosé pendant la crise. Il y a malheureusement les plus fragiles et qui avaient peu d'avenir, qui ont été complètement balayés plus vite. Et après, il y a tous ceux au milieu qui ont du potentiel, des capacités, un socle, un centre, qui ont entamé leur transformation et qui doivent l'accélérer. Et le cas échéant, qui grimperont de façon considérable parce qu'on va avoir des investissements massifs. Je rappelle qu'on a 130 milliards de PGE déployés, dont 70% n'a pas été utilisé. Absolument, on a ici une partie du plan de relance et donc, qui nous aide. Ça a servi à sécuriser et à préparer les entreprises, mais dans le cadre de la reprise, ça deviendra un moyen très offensif. Alors pour ces entreprises justement, puisqu'on parle de reprise, on l'espère très bientôt avec la progression des campagnes de vaccination, on entrevoit une sortie de crise, peut-être une question de semaines, de mois, espérons le plus rapidement possible. À la seconde où on parle, on vient d'être confiné pendant 4 semaines. Espérons qu'après ça, on voit enfin le bout du tunnel. Et justement, pour toutes ces entreprises du milieu, toutes ces entreprises, quels conseils pourrions-nous leur donner pour ne pas rater le coche de la reprise? On l'a dit, c'est vraiment repenser leur modèle, ou en tout cas le confirmer. Mais après avoir traité l'urgence de la crise, de s'être organisé pour évidemment continuer à travailler, d'avoir mis un maximum de moyens pour pouvoir continuer à rendre son service quand cela c'était possible grâce au digital, absolument s'appuyer sur le sens, la confiance et la technologie, donc le numérique. Le sens parce qu'on s'en est rendu compte, la plus grande fracture, on parle toujours de fracture sociale, parce que bien sûr, dans le cadre du télétravail, ça a fait des heureux, mais ça a aussi mis des gens en difficulté, même si on estime qu'ils sont une minorité, ils existent ces gens-là. Parce qu'il y avait des enfants à la maison, parce que il y avait des appartements qui n'étaient pas des plus confortables pour, en tout cas, y passer des journées entières. Donc, il y a beaucoup d'inégalités qui se sont creusées. Mais la plus grande fracture, elle était quand même entre ceux qui se levaient le matin en ayant le sentiment d'être utiles, parce qu'ils avaient quelque chose à faire, parce qu'ils savaient pourquoi ils se levaient, et les autres. Et donc, chaque entreprise, et on a pu galvauder ce terme pendant un moment, doit absolument prendre en compte, à travers sa raison d'être, qui doit être parfaitement partagée avec l'ensemble de ses salariés. J'invite même les entreprises à la construire avec leurs salariés, pour que chacun puisse s'identifier et avoir du sens dans son action chaque matin. Et à titre individuel, on est tous passés par là. On s'est tous levés le matin pendant cette foutue crise, en essayant d'être le plus utile possible. Et on a vu un tas de solidarité se créer, soit entre le privé et le public, mais aussi ces tas d'initiatives, personnelles ou collectives, en petits groupes, pour aider, pour supporter, pour accompagner pendant cette période. Et ça dit à quel point on a besoin d'avoir ce sens, et les entreprises en ont la responsabilité pour ce qui les concerne, en tout cas, si elles s'imaginent avoir un avenir. La confiance dans le dialogue avec les salariés, il n'y a rien qui se fait tout seul. Si on a pu télétravailler du jour au lendemain, c'est parce qu'on a eu un dialogue social ultra constructif. Et parce qu'en période de crise, finalement, c'est là qu'on se reconnaît. Et c'est là que souvent on peut se transcender, sortir de soi. Et cette confiance, il faut absolument la faire vivre plus que jamais dans l'entreprise. Et dans les entreprises, plus que jamais.
Parce qu'il y a eu ce lien incroyable entre les salariés, leurs responsables ou même leurs actionnaires pendant la période. Et le numérique, on en a parlé évidemment longtemps. Donc je dis à tout le monde, foncez, reposez-vous ces questions. C'est le moment d'investir. Il va y avoir des opportunités de sortie de crise, au même titre qu'il y a eu des opportunités gigantesques en sortie de guerre. Peut-être la reconstruction en moins, mais nouvelles infrastructures repensées. Donc des opportunités et la confiance au cœur de la reprise. David, je propose de conclure cette interview avec une question un peu plus personnelle. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'entrepreneur comme vous qui avez créé un groupe de 2450 personnes en 18 ans? Qu'est-ce qu'on ressent face à une crise inouïe comme celle du Covid, à la fois sanitaire, économique et sociétale? Paradoxalement, la crise, elle a appelé certaines promesses, une forme de transcendance, une invitation, je le disais à l'instant, à sortir de soi. Ce qu'on a appelé le monde d'avant, c'est un peu finalement les certitudes du passé. Et je crois que c'était important de pouvoir se projeter dans un monde plus éthique, plus responsable. Et j'aime pas parler d'opportunité, tellement le bilan de la crise est tragique. Et on entend à tout bout de champ crise égale opportunité, ça me heurte. Mais par contre, peut-être un espace pour aller vers quelque chose de meilleur. Et quelque chose de meilleur qui rend indissociable la performance économique, parce que faut rappeler en permanence ce pragmatisme, pour pouvoir investir, pour pouvoir avoir un projet social, pour pouvoir faire évoluer la société. Il faut qu'on puisse être performant. Mais être performant, jamais au détriment, mais toujours au bénéfice des autres. Et au bénéfice de l'homme et de l'environnement. Donc, quelque part, pour conclure, je vous dirais que la résilience, parce que ça a été aussi un mot magique, c'est transcender les évidences. Et je pense que grâce à cette crise, beaucoup ont à cœur de pouvoir transcender ces évidences. Voilà. David, merci beaucoup. Alors, merci à vous, Damien.